Donald Trump vient de sceller le destin de la Russie, n'est-ce pas? Début d'année, les forces américaines ont mené un raid au Venezuela et capturé le président Nicolás Maduro et sa femme. Extraits de leur cachette. Ils ont été transportés par avion à New York pour y être jugés. En quelques heures, Trump a revendiqué l'opération sur Truth Social et annoncé que les États-Unis dirigeraient temporairement le Venezuela. Nous allons diriger le pays jusqu'à ce que nous puissions effectuer une transition sûre, appropriée et judicieuse. Pour la Russie, c'était un coup dur. Maduro était l'un des derniers alliés fidèles de Vladimir Poutine, et maintenant, il n'est plus là. C'était une autre pièce tombée de l'échiquier en déclin du Kremlin. À travers le monde, l'influence de Moscou s'effrite rapidement. Le Venezuela est tombé, l'Iran est en proie à des troubles, et la Syrie s'est effondrée il y a plus d'1 an, laissant Bachar el-Assad vivre en exil à Moscou. Les partenaires clés de la Russie disparaissent. Pourquoi la Russie a-t-elle failli à ses alliés et perdu de l'influence? Que signifie cela pour la mainmise de Poutine sur le pouvoir? Pour répondre, commençons par ce qui s'est passé au Venezuela. Dans la nuit du 3 janvier 2026, Caracas s'est retrouvée en plein chaos. Peu après minuit, des explosions ont frappé Fuete-Terona, la principale base militaire, et l'aérodrome de Lar Colata à l'est. Les explosions étaient suffisamment puissantes pour secouer des bâtiments à des kilomètres à la ronde. De la fumée s'est élevée dans le ciel nocturne en épaisses colonnes noires, et les ondes de choc ont fait trembler portes, fenêtres et nerfs dans toute la ville. Avant même que la plupart des gens ne comprennent ce qui se passait, la peur s'était déjà emparée d'eux. Peu après, la Delta Force est intervenue. Hélicoptères traversant la fumée, drones au-dessus, troupes américaines atterrissant avec précision. Leur mission était simple, capturer Nicolás Maduro et sa femme, Celia Flores, et ils ont réussi. Vers 4 heures du matin, tous deux avaient déjà été exfiltrés du pays. Aucune bataille prolongée ni échange de tirs soutenus. L'opération fut rapide et parfaitement menée. Après l'opération, Donald Trump a confirmé publiquement l'implication des États-Unis. Le choc politique a été immédiat. La vice-présidente Delcia Rodriguez est apparue à la télévision en direct, se déclarant dirigeante intérimaire et exigeant la preuve que Maduro était toujours en vie. Elle a qualifié le raid de sauvage et non provoqué. Vladimir Pedrino Lopez, ministre de la Défense, l'a décrit comme la pire attaque subie par le Venezuela. Les responsables ont même appelé à plusieurs reprises au calme, mais le pays n'a pas écouté. À ce moment-là, la situation sur le terrain était déjà en train de dégénérer. Des centres de communication et dépôts de carburant ont été frappés, provoquant des coupures de courant et plongeant des quartiers dans l'obscurité. Des rapports signalent des cyberattaques ayant provoqué des coupures d'électricité à Caracas lors des grèves. Pour compliquer les choses, Caracas est soudain passé d'une ville paisible à une zone de guerre, tant visuellement qu'au niveau de l'ambiance. Cela mène à la plus grande question de toutes. Pourquoi? Comment les États-Unis justifient-ils l'enlèvement du président en exercice d'un autre pays? Officiellement, Trump a présenté cela comme une opération anti-drogue, et les accusations vont dans ce sens. Vous voyez, pendant des années, le Venezuela a été une route de transit majeure pour la cocaïne se dirigeant vers le nord, avec des estimations suggérant que plus de 200 tonnes métriques traversèrent le pays chaque année à son apogée. Washington a relié ce trafic à la crise des overdoses aux États-Unis, et qualifié l'entourage de Maduro de narcoterroriste. Pour appuyer, les États-Unis ont offert une récompense pour Maduro. Elle a commencé à 15 millions. Et est montée à 50 millions d'ici 2025, l'une des plus grosses récompenses jamais offertes. Le message était clair. Soutenir Maduro était risqué, avec une réelle pression militaire, pas seulement des paroles. En novembre dernier, le groupe aéronaval du porte-avions United States Ship Gerald R. Ford a rejoint les Caraïbes avec des destroyers et des avions de surveillance, confirmant les avertissements de Trump. Le raid a concrétisé ses signaux quand Trump est apparu devant les caméras, puis il a fait plus qu'annoncer la capture de Maduro. Il a présenté l'opération comme un tournant pour le Venezuela lui-même. Il a déclaré que les États-Unis superviseraient temporairement le pays pour le stabiliser et guider une transition. Il a souligné que Maduro serait jugé à New York pour des accusations de narcoterrorisme et a qualifié la mission de victoire évidente. Mais alors qu'il parlait, il est devenu évident qu'il s'agissait de bien plus qu'un seul homme. Selon Trump, il s'agissait de remodeler l'avenir du Venezuela et de changer sa place dans le monde. Et c'est à ce moment-là qu'il a abordé la question du pétrole. C'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Car si l'on prend le temps de regarder au-delà des gros titres, la situation change. Trump a qualifié le raid d'opération anti-drogue. En apparence, c'est clair et simple. Mais peu de gens attentifs ont cru que cette explication suffisait. Cela semblait plutôt une étiquette qu'une histoire complète.
La véritable mission était bien plus vaste, et elle se trouvait juste sous le Venezuela depuis le début. Tout se résume au pétrole, et pas n'importe quel pétrole, mais une quantité presque inimaginable. Le Venezuela possède plus de 300 milliards de barils de réserves prouvées, soit la plus grande quantité au monde. Ce chiffre est stupéfiant. Le type de pétrole est aussi important que la quantité. C'est un brut lourd, adapté aux raffineries de la côte du Golfe des États-Unis construites il y a des décennies. Ces raffineries ont été conçues pour le pétrole vénézuélien, à l'époque où il arrivait librement au nord. Il n'a donc jamais été question d'innover. Le système existait déjà, simplement inutilisé. Quand vous voyez ce lien, l'ampleur de la situation vous frappe. Le Venezuela a plus de pétrole que les États-Unis, la Russie et l'Arabie Saoudite. Et le pétrole ne sert pas seulement à remplir les réservoirs ou à faire rouler les voitures, il s'agit aussi de pouvoir. Il façonne les prix mondiaux, contrôle les routes commerciales et influence la politique, bien au-delà du marché de l'énergie. Contrôlez suffisamment l'approvisionnement et vous pouvez faire pression sur vos rivaux sans jamais tirer un seul coup de feu. C'est ce qui rendait le Venezuela à la fois si frustrant et si tentant. Le problème n'a jamais été ce qui était enfoui sous terre, le problème, c'était tout ce qui se passait au-dessus. La corruption a vidé le système, provoquant la panne prolongée des équipements et l'arrêt des raffineries pendant des mois. Des ingénieurs et techniciens ont fui le pays durant des années, face à la baisse des salaires et à la détérioration des conditions. Les investisseurs étrangers sont partis car les contrats étaient devenus sans valeur. Sous le règne de Maduro, les tribunaux n'offraient aucune protection, et les accords pouvaient être réécrits du jour au lendemain. En conséquence, la production n'a cessé de chuter année après année, jusqu'à ce que le pays, assis sur les plus grandes réserves de pétrole du monde, peine à en extraire suffisamment pour survivre. C'est cette contradiction que Washington observait. Le Venezuela avait d'immenses richesses, mais son économie s'effondrait et la population manquait de nourriture, carburant et médicaments. Pour les États-Unis, ce n'était pas qu'une crise ou une catastrophe, mais aussi une opportunité, d'où le sens de la décision de Trump. En retirant Maduro de l'équation, les États-Unis se sont placés en position de renverser rapidement ce déclin. La production pourrait être stabilisée, l'infrastructure pourrait être réparée, les investissements pourraient revenir, le pétrole pourrait à nouveau affluer sur les marchés mondiaux, et chaque baril supplémentaire comptait. Parce que cela affaiblissait la Russie alors que Moscou subissait déjà sanctions et coups de la guerre. Dans la version des faits de Donald Trump, il ne s'agissait jamais simplement d'arrêter un président au milieu de la nuit, il s'agissait de modifier l'équilibre des pouvoirs. Une opération a éliminé un dirigeant, libéré d'importantes réserves de pétrole et transformé la richesse du Venezuela en levier. La Russie perd déjà des alliés et des revenus, ce qui aggrave sa situation. Voilà pourquoi le pétrole du Venezuela affecte autant Moscou. La stratégie de contrôle de la production vénézuélienne vise à concurrencer directement la Russie, car le pétrole lourd du Venezuela rivalise avec le brut Oural russe. Ils desservent les mêmes raffineries, les mêmes acheteurs et les mêmes marchés. Chaque baril vénézuélien supplémentaire qui entre dans le système, c'est un baril de moins que la Russie peut vendre. Cette concurrence est plus importante qu'il n'y paraît. Les analystes estiment qu'une augmentation de la production vénézuélienne pourrait faire baisser les prix mondiaux de 10 à 20 $ pour la plupart des pays. Cela ferait mal à la Russie. C'est dévastateur. L'énergie représente environ un tiers du budget du Kremlin. Ces revenus financent tout, des dépenses internes aux opérations militaires, dont la guerre en Ukraine. Une baisse prolongée des prix se traduit par des milliards de dollars perdus en une seule année, et la Russie est déjà sous pression telle qu'elle. Sa flotte fantôme, en ruine, ne transporte plus efficacement le pétrole. Les sanctions rendent le transport maritime et assurance plus cher et risqué. Le nombre d'acheteurs a baissé, et ceux qui restent demandent de plus gros rabais. Avec le retour d'un Venezuela stabilisé sur le marché, la pression est énorme. La Russie ne peut pas facilement encaisser ce coup, et Poutine sait l'enjeu. Perdre Maduro, ce n'est pas juste perdre un allié, c'est risquer sa bouée financière. Soutenir ce système fait de l'ancien allié une arme économique contre le Kremlin. Mais la réaction russe est restée étonnamment faible. Les responsables ont publié des déclarations furieuses, mais aucun avion n'a été déployé, aucun navire n'a été envoyé, aucune tentative de sauvetage n'a été faite, Maduro a été capturé, et Moscou a regardé. Pour les autres partenaires de la Russie, le message était clair. Le soutien russe a ses limites, face à une action aussi radicale qu'un raid étranger. La réaction s'est poursuivie, bien que la Russie soit éloignée. Rapidement, des dirigeants d'Amérique latine et d'autres régions ont pris la parole, avec un ton tranchant. Le Brésil a qualifié le raid de grave affront, estimant qu'une limite inacceptable avait été franchie. Le Mexique a fermement rejeté les frappes et réclamé un retour à la diplomatie, refusant l'usage de la force extérieure. Les réactions ont continué.
L'Iran a qualifié l'opération d'attaque flagrante contre une nation sœur. La Chine s'est dite profondément choquée et a clairement exprimé sa ferme opposition à l'utilisation de la force contre un pays souverain. Ce qui a rendu ce moment encore plus révélateur, c'est de voir qui s'est joint aux critiques. Des pays comme la Colombie et le Chili, déjà critiques envers Maduro, ont exprimé leurs inquiétudes, mettant en garde contre l'ingérence étrangère et appelant à des solutions multilatérales plutôt qu'unilatérales. La Russie a rapidement convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, dénonçant une agression américaine. Mais ces propos paraissaient vides au vu du passé de Moscou. Globalement, ces réactions ont montré une fracture claire. L'opération a ébranlé les anciennes alliances, forcé des choix inconfortables et montré à quel point le soutien des partenaires de Moscou était en réalité limité, dès lors que la puissance américaine agissait de manière décisive. C'est vraiment triste, en réalité, si on le regarde sous un certain angle. Maduro avait fait confiance à Poutine, il s'était appuyé sur le soutien de Moscou. Mais quand le moment est venu, rien de tout cela n'a compté. Aussi drastique que fut cette action, l'effondrement du Venezuela avait commencé bien avant ce raid. Il durait depuis plus de 10 ans. Le pays s'enfonçait dans une impasse économique menant à une catastrophe. La production de pétrole a chuté de 25 millions à moins de 800 000 barils par jour. L'an dernier, l'inflation a atteint 180 et, en 2023, plus de la moitié de la population était en extrême pauvreté à l'échelle nationale. Les magasins étaient vides, le chômage a explosé et le marché noir dominait l'économie. Puis cela, depuis 2014, plus de 7 millions de Vénézuéliens ont fui le pays à la recherche de nourriture, de stabilité et de survie. Les sanctions américaines ont empiré une situation déjà catastrophique, surtout après les élections truquées de Maduro. Les ventes de pétrole ont été bloquées, les avoirs gelés. Le produit intérieur brut a chuté de 4% en 2025, ramenant la part du Venezuela à 0,1% de l'économie mondiale durant cette crise. La Russie s'est posée en protecteur de Maduro, prêtant plus de 17 milliards de dollars au pays, fournissant des armes, envoyant Wagner pour réprimer les manifestations et protégeant le régime à l'Organisation des Nations Unies. Finalement, ce soutien restait surtout symbolique. Épuisé par la guerre en Ukraine, Moscou ne pouvait s'engager pleinement. Maduro a supplié pour plus de missiles et radars, mais Poutine n'a donné que des paroles. Cela prouve que le Venezuela n'a jamais été une priorité pour la Russie. C'était un investissement que Moscou espérait voir porter ses fruits un jour, et maintenant cet investissement est parti en fumée. En parlant d'empires qui s'effondrent et d'alliés disparus, ne laissons pas cela nous arriver. Si tu n'appuies pas sur ce bouton d'abonnement tout de suite, un jour tu pourrais te réveiller et te demander « Eh, qu'est-il arrivé à cette chaîne ? Celle qui expliquait pourquoi Maduro s'est fait embarquer par la Delta Force. Disparu de tes recommandations, comme les alliés de la Russie. Épargne-toi ce chagrin, abonne-toi, active la cloche et reste avec nous pour décortiquer ensemble le prochain chapitre de cette histoire. Crois-moi, tu voudras être là quand les dominos commenceront vraiment à tomber. Maintenant, chose intéressante, alors que le sort du Venezuela se scelle, un autre allié de la Russie commence à vaciller sur le fil. Cet allié, c'est l'Iran. Fin décembre 2025. L'Iran ne se contentait plus d'être tendu, il craquait. Les troubles dans ses rues ne sont pas apparus soudainement. La pression s'était accumulée pendant des mois, empilant crise sur crise jusqu'à ce que le système cède. Chaque pénurie, chaque hausse de prix, chaque promesse non tenue ajoutait du poids à la frustration du peuple. Ce qui a débordé dans les rues n'était pas un chaos soudain, mais le fruit d'années de mauvaise gestion. Les premières fissures sont apparues début 2025. En avril, les chauffeurs routiers ont garé leurs camions le long des autoroutes, refusant d'effectuer des livraisons parce que le coût du carburant transformait chaque trajet en perte. En mai, les boulangers ont arrêté leurs fours, faute de farine, et à cause de la dévaluation rapide des salaires. Ces premières protestations, non politiques mais vitales, envoyaient un signal. La vie sous ce système était devenue insoutenable. Alors que certains résistaient, d'autres ont vu le piège. En juin, les ouvriers ont quitté leur poste. Les retraités, dont la pension ne suffisait plus, ont aussi manifesté. Étudiants et enseignants se sont mobilisés face à un avenir incertain. Les premières manifestations, prudentes, réunissaient de petits groupes testant des slogans et observant la réaction des autorités. Mais les conditions économiques continuaient de se détériorer. L'inflation augmentait, les pénuries s'aggravaient et les services de base continuaient de faire défaut. La prudence a cédé à la frustration, puis à la colère. À l'automne, l'agitation s'étendait bien au-delà des grèves isolées, et Téhéran n'était plus seul. À Ispahan, Shiraz, Mashhad, Hamadan et Kermanshah,
Les manifestations sont devenues plus grandes, bruyantes et audacieuses. Le point de rupture est survenu le 28 décembre 2025, lorsque les commerçants du Grand Bazar de Téhéran ont baissé leurs rideaux. Ce n'était pas une grève ordinaire. Le bazar, pilier conservateur et soutien du régime lors des crises, a choqué le pays par son silence. Des portes métalliques sont tombées devant les boutiques de téléphone, les marchands de fer et les stands d'appareils électroménagers. Les couloirs habituellement bondés d'acheteurs sont soudainement devenus étrangement silencieux. Les commerçants, côte à côte, leur voix résonnait dans les halls vides, donnant l'impression d'un arrêt du pouls économique national. Après le chaos, d'autres ont suivi. Ouvriers du pétrole, plateformes abandonnées. Dans le sud, familles, enfants et grands-parents sont descendus ensemble dans les rues, élevant des voix longtemps restées silencieuses. Cette unité a montré la profondeur de la douleur et l'étendue de la colère, intensifiée par l'effondrement économique. Le rial a chuté à près de 14 millions pour $1, un record historique en Iran, rendant pain, médicaments et carburant inabordables le 29 décembre. Le gouverneur de la Banque centrale a présenté sa démission au peuple, reconnaissant publiquement l'échec du système et l'insuffisance des discours pour le soutenir. La démission du gouverneur a été vue comme une fuite face au chaos qu'il avait provoqué, et non comme un geste bienvenu. Le président Massoud Pezeshkian a tenté d'apaiser les troubles en reconnaissant les revendications et appelant au dialogue, mais après des années de promesses non tenues, ses paroles semblaient creuses. Les gens pouvaient voir où allait l'argent. Les dépenses de défense avaient augmenté de 35%, atteignant environ 23 milliards investis dans les missiles et les groupes armés étrangers, tandis que les hôpitaux s'effondraient, les écoles se dégradaient et les routes tombaient en ruine. Chaque dollar dépensé à l'étranger offensait les familles rationnant l'eau, sautant des repas et luttant pour survivre. Cette crise n'était pas qu'une question d'argent. 6 ans de sécheresse avaient mené des villes comme Téhéran à la faillite hydrique. Les familles comptaient chaque goutte pour cuisiner et se laver. Les coupures de courant, la nourriture avariée, les prix du carburant grimpaient à nouveau, et la plupart des parents iraniens sautaient discrètement des repas pour que leurs enfants puissent manger. Des milliards affluaient vers le Hezbollah et le Hamas, alors que les services essentiels s'effondraient, et que l'écart entre les promesses du régime et la réalité devenait insupportable. Fin décembre, les protestations sont devenues un défi ouvert. Des foules ont envahi les rues, criant « Mort au dictateur » de Téhéran à Ispahan. La fumée montait des barricades en feu, les sirènes retentissaient en centre-ville. Au milieu du chaos, des dizaines de milliers de personnes avançaient avec un même but. Ce qui avait commencé comme des protestations pour les salaires et le pain, s'était désormais transformé en une revendication nationale pour un avenir axé sur l'Iran avant tout. Ces slogans des manifestants expriment leur douleur partout. Les foules scandent plusieurs fois « Ni Gaza, ni le Liban, ma vie pour l'Iran ». Ce n'est pas qu'un slogan, c'est des années de frustration qui explosent d'un coup. Les gens sont furieux que des milliards aient été dépensés pour des groupes et aventures étrangers, dont des milliers de drones envoyés à la Russie pour la guerre en Ukraine. Chez eux, les familles souffrent, alors quand ils voient où va l'argent, ils ont l'impression d'être trahis. Le soutien aux alliés comme Moscou renaît alors, attisant une colère qui menace désormais le système central. Pour limiter les dégâts et le chaos, les forces de sécurité ont répondu avec des gaz lacrymogènes et des balles réelles. Au 31 décembre, au moins 7 personnes étaient mortes, dont 3 à Azna et dans le Luristan. Ce nombre atteint maintenant environ 16 morts et des dizaines de blessés. Des groupes de défense des droits ont signalé plus de 100 arrestations en quelques jours. Les régions kurdes ont rejoint les troubles, fermant marchés et installations pétrolières. Le mouvement était désormais national et incontestable, alors que le monde voyait l'Iran plonger dans la crise. Un partenaire se distingue, non pas par ce qu'il a dit, mais par ce qu'il a refusé de dire, et ce partenaire, c'est la Russie. Et ce silence est assez fort pour raconter sa propre histoire. Ce qui importe, c'est que cette crise n'a pas commencé avec des foules criant, ou des rues en feu. Au moment où les gens ont rempli les places, l'Iran souffrait déjà. Des mois plus tôt, le système avait subi une série de coups durs qui l'avaient laissé ébranlé et exposé. Les manifestations n'ont pas créé les faiblesses, elles les ont révélées. Quand les gens ont enfin envahi les rues, ils marchaient déjà sur un sol qui se fissurait. La pression a augmenté en juin 2025, quand Israël a lancé l'opération Lion-Levant, une campagne rapide et ciblée frappant avec force en moins de 2 semaines. Les frappes israéliennes ont visé le cœur de la puissance militaire iranienne. Des sites nucléaires touchés, des usines de drones incendiées, des bases de missiles et centres de commandement neutralisés, des hauts commandants du corps des gardiens de la révolution islamique tués et des systèmes d'alerte précoce détruits. Pour la première fois depuis des années, l'Iran a eu du mal à comprendre ce qui lui arrivait, sans même parler de l'arrêter. Téhéran a tenté de réagir. Des centaines de missiles et drones ont été lancés en retour, la plupart interceptés.
Le déséquilibre restait évident, et les dégâts en Iran persistaient. Les défenses affaiblies, infrastructures perdues, sanctions renforcées, et la défaite militaire ont marqué la vie quotidienne dans les foyers et quartiers. Coupures de courant prolongées, pénuries alimentaires aggravées, salaires non versés, ce n'étaient plus des problèmes isolés. Ils semblaient liés, comme les éléments d'un même échec diffusé du sommet à la base. Pourtant, aucune interception, avertissement ou réaction, seulement le silence de la Russie. Pour Téhéran, ce silence a été un choc. La Russie se disait depuis longtemps son allié stratégique prêt à intervenir en cas de danger. Mais quand ce moment est venu, Moscou s'est retiré, et le même silence a suivi lors des troubles ultérieurs. En Iran, les manifestations ont touché Téhéran, Ispahan et Shiraz, mais les médias d'État russes les ont peu évoqués. Il n'y a pas eu de déclaration ferme de soutien, aucune défense visible de la position de Téhéran, seulement une distance prudente et de l'évitement. Ce n'était pas une erreur, ni un oubli ponctuel. C'est un schéma classique. La Russie noue d'abord des partenariats solides, puis s'en éloigne quand le coup grimpe. L'Ukraine l'a compris après avoir abandonné ses armes nucléaires. L'Arménie l'a compris durant la guerre du Haut-Karabakh, aussi en Syrie. Après la chute d'Assad, Moscou a vite sécurisé ses bases et négocié avec les nouveaux dirigeants, abandonnant l'ancien régime. C'est désormais à l'Iran d'apprendre cette leçon, et il le fait durement. Depuis des années, Téhéran soutient réellement la Russie. Des milliers de drones Shahed envoyés pour la guerre en Ukraine, détournant des ressources des besoins iraniens. Même lorsque les risques de sanctions se sont accrus, une économie déjà fragile en a subi les conséquences. Alors, lorsque les frappes israéliennes ont eu lieu et que des manifestations ont éclaté dans le pays, l'Iran s'attendait à recevoir quelque chose en retour. Ce qu'il a reçu, c'est le silence. Ce déséquilibre est devenu impossible à ignorer. L'Iran a investi des milliards pour soutenir l'effort de guerre de la Russie. Moscou a répondu par des conseils techniques, des promesses vagues et très peu d'autres choses. La coopération financière a chuté sous les sanctions. La coordination énergétique s'est rompue. La Russie a vendu du pétrole moins cher aux mêmes clients. L'Iran tire profit de sous-estimer son prétendu partenaire. Ce qui était une alliance stratégique devient une exploitation à l'intérieur du pays. Les gens ont remarqué que le pays a payé un lourd tribut pour avoir soutenu la Russie. Mais lorsque la situation s'est inversée, la Russie a détourné le regard. Ce sentiment de trahison a attisé la colère dans les rues, transformant la frustration en défi. Chaque moment a affaibli l'influence de Moscou. Poutine utilise encore la force, mais son entourage se réduit. Les partenaires se retirent quand les garanties sont faibles et que le soutien manque au moment crucial. La pression a augmenté depuis l'avertissement brutal de Trump. Il a déclaré que si les forces iraniennes tiraient encore sur des manifestants pacifiques, les États-Unis interviendraient pour les protéger et que l'Amérique était prête à agir. Le genre de langage qui attire l'attention et pousse les gens à s'arrêter et à écouter, le message semble familier. Cela rappelle le Venezuela et suggère que Téhéran risque le même sort en cas de répression excessive. Les derniers alliés de la Russie ne peuvent ignorer ce message. Les promesses de Moscou ne peuvent pas les protéger face à la détermination des Américains. Cet avertissement survient pour l'Iran, au moment où le système est déjà sous forte pression et presque sans marge de manœuvre. Le gouvernement iranien risque alors de s'effondrer. Les conséquences pour Poutine pourraient être énormes. Après tout, l'Iran n'est pas simplement un allié de plus. C'est l'un des principaux piliers qui soutiennent la stratégie de la Russie contre l'Occident. Prenez l'Ukraine, par exemple. Les drones iraniens sont essentiels aux attaques russes. Sans eux, Moscou dépendrait plus de ses missiles et perdrait en puissance. Ces stocks s'épuisent déjà, et les utiliser plus vite qu'ils ne se renouvellent affaiblit la Russie. L'Iran aide aussi à faire passer le pétrole via des circuits cachés contournant les sanctions. Ces livraisons ne sont pas seulement pratiques, elles sont essentielles. Si l'Iran flanche, ce flux d'argent se tarit à un moment où la guerre épuise déjà les ressources et où les options sont limitées. Et c'est encore plus discret. La coopération discrète entre l'Iran et la Russie inclut le partage de technologies militaires, du guidage au nucléaire. Avec l'effondrement de l'Iran, ces échanges s'arrêtent, privant la Russie d'outils pour rivaliser avec l'Occident et de l'appui iranien. Les conséquences diplomatiques des actes du Kremlin suivent rapidement. L'Iran a souvent soutenu ou retardé les actions contre la Russie lors des discussions internationales. Sans ce soutien, Moscou est plus isolé et moins protégé dans les forums mondiaux. En Syrie, la perte de contrôle par la Russie a eu des conséquences dépassant le champ de bataille. Perdre l'Iran serait pire. Cela pourrait provoquer une vague d'agitation dans les pays liés à Moscou, révélant la fragilité de ses partenariats et semant le doute. Les gens voient que Poutine ne peut pas protéger ses alliés. La loyauté commence à s'estomper, et les fissures deviennent plus évidentes.
Si on met tout cela ensemble, le tableau est clair. L'Ukraine continue de drainer les ressources. Le Venezuela est déjà perdu. Si l'Iran tombe, le cercle de Poutine se resserre, ses alliances diminuent, son effort de guerre s'affaiblit et son pouvoir pourrait être plus menacé que jamais. Le Venezuela et l'Iran ne sont pas dans cette crise par hasard, ils s'inscrivent dans une vaste réaction en chaîne commencée il y a des années. Pour comprendre pourquoi les deux sont aujourd'hui en difficulté, il faut revenir là où tout a vraiment commencé. La Syrie. La chute du gouvernement de Bachar el-Assad en 2024 a révélé quelque chose de bien plus dommageable qu'une simple bataille perdue. Cela a révélé les limites de la puissance russe bien plus qu'une défaite en Ukraine. Moscou affirmait depuis des années que son soutien à ses alliés était inébranlable. La Syrie a prouvé que ce n'était pas vrai. Lorsque la pression est devenue insoutenable, la Russie n'a plus pu intervenir, et le régime d'Assad s'est effondré sous son propre poids. L'effondrement final a suivi une année de guerre acharnée. Les forces d'Assad, qui comptaient près de 300 000 hommes au début de la guerre, étaient tombées à moins de 80 000 en 2024. Beaucoup de soldats étaient des conscrits mal payés, épuisés par des années de combat. Fin novembre, cet équilibre a cédé. Ayatollah al-Sham a lancé une offensive rapide et planifiée depuis Idlib. Les rebelles ont pris des dizaines de villages près d'Alep en quelques jours, avançant plus vite que prévu. En une semaine, ils avaient repris le contrôle de l'autoroute M5, la principale artère de la Syrie reliant ses plus grandes villes. Les approvisionnements se sont arrêtés, les aéroports ont été coupés, et l'impossible était soudainement devenu réalité. Alep, jadis cœur économique syrien, est tombé très rapidement. C'est la ville que la Russie avait aidé Assad à reprendre des années auparavant. Elle s'est effondrée, pendant que Damas attendait des renforts jamais arrivés. L'Iran et le Hezbollah étaient pris par l'escalade avec Israël, et la Russie focalisée sur l'Ukraine. Comme souvent, Moscou a tenu des propos fermes sans agir. Les unités syriennes, affaiblies par la corruption, de bas salaires et l'épuisement, se sont effondrées presque aussitôt. Les soldats sont partis, d'autres se sont rendus. Pas de siège prolongé ni de bataille rue par rue. La ville s'est effondrée. En quelques jours, les avions russes et syriens ont tenté de lourds bombardements, répétant les tactiques qui avaient fonctionné au début de la guerre. Des quartiers entiers ont été touchés, mais les bombes n'avaient plus d'importance. Les rebelles avançaient vers Hama, et les renforts, arrivés trop tard, n'ont pas pu les stopper. La seule puissance aérienne ne suffisait plus au régime. Début décembre, tout était fini. Assad n'avait plus d'armée pour combattre. Sans option, il s'est réfugié à Moscou, où la Russie lui a offert l'asile. En quelques jours, 10 ans d'investissement russe se sont effondrés. Moscou a alors limité les dégâts, discuté avec la nouvelle direction syrienne et gardé ses bases à Tardi et Khmer Mim. Au-delà de ces complexes, l'influence de la Russie avait disparu. La perte était énorme pour le Kremlin. Depuis 2015, la Russie avait investi des milliards pour maintenir Assad à flot. Argent, armes, main-d'œuvre, prestige, tout cela a disparu en quelques semaines. La Syrie elle-même a été laissée en ruine. En 14 ans de guerre, environ 500 000 morts et plus de 7 millions de déplacés. La Banque mondiale a estimé la reconstruction à au moins 216 milliards, soit près de 10 fois l'économie syrienne d'alors. En 2014, le produit intérieur brut a chuté à 21 milliards et la production pétrolière sous 80 000 barils chaque jour. Avec du recul, l'intervention de la Russie a toujours été moins importante qu'il n'y paraissait. Moscou comptait sur des groupes comme Wagner, des bases militaires et la protection d'accords énergétiques. Elle n'a jamais reconstruit les institutions syriennes ni instauré de pouvoir local durable. Quand la guerre en Ukraine a mobilisé les ressources, ses faiblesses sont apparues clairement. Les combattants de Wagner sont partis pour de meilleurs salaires. Ailleurs, les défenses se sont affaiblies, et la condamnation internationale s'est accrue à cause des attaques chimiques et des bombardements de civils. Pendant ce temps, l'armée d'Assad, vidée de l'intérieur, n'a opposé aucune résistance notable. Même après la fuite d'Assad, la violence a persisté. Les affrontements ont causé des milliers de morts, aggravé les pénuries alimentaires et propagé les maladies. La Russie, toujours présente, n'avait plus de poids politique. L'influence réelle s'est tournée vers la Turquie, Israël et d'autres acteurs régionaux, rapidement mobilisés pour combler le vide. La réputation de Moscou a été gravement atteinte, et les Alliés ont vu l'organisation du traité de sécurité collective comme impuissante ou peu disposée à protéger un partenaire en crise. L'image de la Russie en tant que soutien fiable s'est effondrée. Ce que Poutine présentait comme une victoire au Moyen-Orient s'est soldé par l'accueil d'un exilé brisé, quelques bases et peu de résultats après des années d'efforts. Vous voyez, la Syrie a été le premier domino à tomber une fois qu'il a basculé, et l'illusion de la force russe s'est effondrée avec lui. Tout ce qui a suivi, du Venezuela à l'Iran puis l'Afrique, découlait inévitablement de ce premier effondrement.
Cela montre combien l'influence et la puissance mondiale de la Russie se sont effondrées en quelques années. L'influence de la Russie baisse, tandis que celle des États-Unis grandit, pour des raisons dépassant les simples chiffres. La guerre en Ukraine a affaibli l'économie moscovite, isolé Moscou diplomatiquement et exposé les limites de sa puissance militaire. Ce qui devait montrer sa force est devenu un bourbier coûteux. Des dizaines de milliers de soldats russes ont été perdus, des milliards en échanges commerciaux se sont évaporés, et les Alliés ont compris à quel point les promesses de Moscou étaient fragiles. Les pays qui dépendèrent de la Russie pour leur sécurité ou une énergie abordable doutent désormais de sa fiabilité. Pendant ce temps, les États-Unis prospèrent, projetant discrètement leur puissance. L'année dernière, le produit intérieur brut des États-Unis a atteint près de 27 000 milliards, éclipsant les 18 000 milliards de la Russie. Cette puissance économique se traduit directement par de l'influence. Les seules dépenses militaires dépassent 800 milliards par an, et en 2024, Washington a dépensé 997 milliards de plus que les 9 pays suivants réunis. Les États-Unis possèdent près de 800 bases militaires dans le monde, assurant une présence globale. Ils dominent les avions furtifs, missiles de précision, cyberguerre et technologie spatiale. Des alliances comme l'OTAN renforcent la puissance américaine en mutualisant ressources et influence via une force collective. La capture de Maduro au Venezuela a illustré la rapidité avec laquelle l'influence américaine peut transformer une situation. Alors que Washington accroît son influence mondiale, Moscou lutte pour suivre. Les sanctions ont affaibli l'économie russe, sa monnaie, et poussé les travailleurs qualifiés à partir. Le Kremlin lutte pour financer une machine de guerre. Alors que les États-Unis attirent des talents, des investissements et de l'innovation du monde entier, l'écart se creuse. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, mais aussi de crédibilité. L'Amérique impose ses règles au commerce, à l'aide et à la diplomatie, alors que Poutine tente de garder des alliés méfiants. La guerre en Ukraine a rendu ce fossé évident. Les sanctions ont coupé la Russie des marchés mondiaux, réduit ses revenus énergétiques et l'ont forcé à dépendre de réseaux de contrebande fragiles. La retraite de Wagner du Mali, le silence de la Russie lors des troubles en Iran et son incapacité à protéger Maduro révèlent tous le même schéma. Moscou tient de grands discours mais agit très peu. Ses alliés observent les fissures qui s'élargissent, tandis que l'Amérique s'étend discrètement mais sans relâche, projetant sa puissance par la richesse, les alliances et sa force militaire. Elle façonne le commerce mondial, attire talents et investissements, fixe l'agenda diplomatique. Chaque action renforce sa position, tandis que la Russie perd partenaires, crédibilité et influence. Les pays réévaluent l'apport réel de Moscou. Finalement, de Caracas à Téhéran ou Damas, les signes sont clairs. 2026 pourrait marquer un tournant. Tous ces événements forment une chaîne, un schéma de promesses non tenues, d'alliés abandonnés et de pouvoirs en déclin. La force de Poutine n'a jamais été aussi solide qu'elle en avait l'air, et maintenant les dominos le montrent. La vérité, c'est que l'Empire russe ne fait pas que lutter. Il se délite, et, au rythme où il perd ses alliés, il pourrait bientôt être impossible de revenir en arrière.